Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Alors pour gagner un peu de temps, le temps que la présentation va être lancée, je me présente, Fouad El Anouch, ingénieur aux matériaux de formation et puis on va dire un passionné d'éclairage pour généraliser. Je suis à la tête d'une petite boîte qui a ouvert en juin 2018 qui s'appelle FE Design & Consult et on est spécialisé dans les études d'éclairage, de solutions de gestion d'éclairage, de contrôle et entre autres. Alors, on va attaquer directement et vivement le but du sujet. Comme je suis un ingénieur, on ne va pas prendre beaucoup trop de photos, ça sera technique. Alors, premièrement, j'aimerais partager avec vous quelques techniques ou quelques stratégies de contrôle d'éclairage. Qu'est-ce qu'on peut appeler contrôle d'éclairage? C'est juste le fait de pouvoir contrôler les spots que vous voyez ici, soit en on-off ou en variation de lumière, etc. Maintenant, si vous avez un bâtiment, on va vous demander de pouvoir contrôler ces luminaires-là ou contrôler ces éclairages. Comment on va le faire? Selon des stratégies toutes simples. D'abord, on peut commencer avec la variation de lumière, c'est-à-dire on peut avoir des variateurs sous différentes, on va dire, technologies, la variation de phase, 0,10 volts, 1,10 volts et autres. On peut avoir aussi ce qu'on appelle le plafonnement, c'est-à-dire on va dire à nos luminaires de ne pas s'allumer à 100%, quand ils sont à 100%, mais plutôt de leur mettre une barrière de 80 ou 90%. Cette barrière-là, elle va servir à économiser les 20% non consommés. Mais en même temps, si vous prenez n'importe quelle machine et que vous ne la faites pas fonctionner à 100%, pendant la durée de vie que vous la faites fonctionner, elle va durer plus longtemps. C'est très simple. Pourquoi? Parce que c'est les effets thermiques qui sont les plus néfastes. Pour la LED, pour l'éclairage, on est toujours dans ça. Donc voilà. Alors après, on passe sur la détection de présence. Alors, troisième stratégie, on a la détection de présence et la détection d'absence. Si vous êtes là, on éclaire. Si vous êtes absent, on éteint. On a aussi l'asservissement de la lumière du jour. On utilise la lumière du jour qui rentre. On en a parlé ce matin dans les différentes présentations pour l'éclairage des musées et autres. On a le contrôle personnalisé, c'est-à-dire on sait que pour les êtres humains, on est différent, on a des yeux différents et on sait que aussi notre perception de la lumière peut être différente selon notre humeur, selon est-ce qu'on a bien dormi le soir ou pas, est-ce qu'on a regardé trop des écrans ou pas. Donc ensuite, on a le contrôle avec des horloges synchronisées. On peut aussi contrôler la lumière avec des stores intérieurs. Comment on fait? Si on éclaire ici et qu'on met des baies vitrées partout, la lumière va finir par s'échapper, premièrement. Ensuite, on peut avoir de la lumière naturelle qui rentre, qui crée des effets de contraste sur les écrans, les PC et autres, et qui peut être nuisible. Donc on peut contrôler cette lumière avec des stores intérieurs qui vont faire de la réflexion en intérieur et, ou en extérieur, ça dépend. Ensuite, on a les régulations de la lumière selon les horaires de la journée. On sait qu'il y a des heures de pointe sur l'énergie qui coûtent plus cher que d'autres heures. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on essaye de limiter la consommation ou limiter la puissance lumineuse pendant ces heures-là. On finit avec du contrôle d'éclairage et puis de l'intégration avec d'autres systèmes. En général, avec ce panache de stratégie d'économie ou de contrôle d'éclairage, on peut arriver à économiser jusqu'à 60% de la consommation en éclairage. On a parlé tout à l'heure des chiffres des consommations, notamment avec le monsieur qui nous a expliqué de comment ça consomme, on va dire le risque et aussi la hauteur de la consommation dans une ville comme Fès, qui est relativement une ville petite par rapport au niveau de la lumière ou au niveau de la luminosité, par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Donc si on arrive à faire économiser 60% sur les 1 million de dirhams dont nous a parlé le monsieur tout à l'heure, ça nous fait 400 000 dirhams de facture annuelle ou mensuelle au lieu de 1 million. Et ça va vous intéresser. Et ensuite, comme on l'avait dit au départ, quand on arrive à faire fonctionner un luminaire ou une machine à son régime, un régime moyen, pas à son régime le plus fort, on arrive à doubler, tripler ou quadrupler la durée de vie selon l'utilisation. Alors maintenant, techniquement, réellement, comment on fait ce contrôle?
On peut le faire via câble, c'est-à-dire on a un luminaire, on a un autre device ou une autre machine ou un autre transmetteur, on met un câble entre les deux, et c'est ce câble-là qui servira de canal de transmission d'informations. Le câble, on l'appelle en général un bus, qui comporte trois parties, une partie responsable des requêtes, une autre des adresses, et puis une autre des données. C'est-à-dire que si vous avez tous ces spots-là qui sont installés, on peut passer un câble entre tous ces spots pour d'abord les localiser, les adresser, et puis aussi traiter des informations entre spots, allumer, éteindre, varier, se positionner sur telle ou telle température de lumière ou autre. Maintenant, quand on a le canal qui est le câble, alors avec ce canal qui est le câble, viennent, on va dire, les inconvénients du câble. Premièrement, il nous faut le câble. Il faut un câble de bonne qualité, qui soit protégé, etc. Et ensuite, qui dit câble, ben, dit intervention de l'être humain avec de la tournevis, de la maintenance, de la prévention, etc. Et ensuite, avec tous ces problèmes-là, on va dire physiques par rapport au câble, il y a d'autres phénomènes ou d'autres problèmes qui sont plutôt de caractère informatique, qui sont liés au protocole de communication dans ce câble-là avec les différents devices. C'est-à-dire, si je me présente ici en parlant en langue française, on a madame qui a fait des études en Allemagne, donc elle parle en allemand. Même si on parlait du même sujet, on n'arrivait pas à se comprendre. Du coup, on a besoin de mettre en œuvre un protocole, un code qui va nous permettre de communiquer entre autres. Ça sera entre du français, de l'arabe et de l'allemand, pour madame Rayel. Ici, les protocoles, si on peut les généraliser, ou en citer quelques-uns, bon, on a des protocoles de communication interluminaire. Le plus fameux d'entre eux est le DALI. DALI veut dire Digital Addressable Lighting Interface. C'est juste le pouvoir de faire communiquer des luminaires et leur donner des ordres pour faire s'allumer, s'éteindre et autres. Un deuxième protocole qui est l'un des plus répandus, qui est le bus, et puis un autre qui est le KNX. Alors, je vais revenir sur la similarité avec les téléphones portables ou la technologie des iPhones ou téléphones en général. Alors, sur les nouveaux smartphones, vous avez le choix entre Apple et... Apple et Samsung, entre autres, et iOS et Android. Pour le câble, pour le contrôle des éclairages en câblé, c'est à peu près la même chose. Le bus représente un petit peu le Apple. C'est des protocoles qui sont fabriqués ou développés par des fabricants et qui sont dédiés à ces fabricants. Ils sont propres à ces fabricants. Donc c'est comme Apple, c'est des protocoles qui sont un peu fermés. Donc si vous n'avez pas un device qui parle en Apple, en iOS, pardon, il ne pourra pas communiquer avec les autres, ou en Android, la même chose. Le KNX, c'est un peu l'Android du contrôle. Pourquoi? Parce que c'est un protocole qui est un peu plus ouvert. Il vous permet de communiquer avec différents fabricants, mais en même temps, ça représente aussi des failles, comme Android avec iOS. Android est un peu plus fragile au niveau sécurité contre le piratage que iOS. Alors, on a vu un petit peu les systèmes câblés, on a vu tout ce qui pouvait nous apporter brièvement, on pourra en discuter plus tard. Maintenant, j'aimerais se positionner sur autre chose qui est plutôt le wireless ou la communication. Alors, excuse-moi, je vais juste revenir sur... alors, la photo est... je vous demande juste un petit peu de vous concentrer, ceux qui voient de loin. Imaginez un monde sans câble. Bon, c'est une des projections sur le futur. Alors, on va pousser un peu plus le futur. Et 6 minutes. Alors, vous avez taxé sur les autres? Ok. Alors, rapidement. Donc, sur la radiofréquence ou onde, telle ou telle longueur, telle ou telle distance. Alors, si ça fonctionne sur 50 mètres, sur 30 mètres, est-ce que ça continue de fonctionner ou pas? On déroule. Alors, on a toujours cette notion de jusqu'à. Alors, on peut faire communiquer cette machine avec ce luminaire sur une distance d'eau, mais le jusqu'à, c'est la question un petit peu à laquelle on se doit de répondre. Et ça, on peut le voir avec
une voiture de Formula One, par exemple, qui peut atteindre jusqu'à 360 km par heure. Là, on voit Michael Schumacher qui est un peu content, mais vous voyez bien que sur certaines pistes, on peut atteindre les 360 km par heure, parce que ici, je ne pense pas que ça va être facile. Hein. On va être plutôt sur du 15 km/h comme vitesse maximale. Et on sait très bien qu'une voiture de Formula One, elle ne pourra jamais circuler sur des pistes pareilles. Voilà, on va avoir besoin d'une 4x4, tout au moins. Donc, entre deux antennes ou deux pointes de communication, sur une distance de 150 mètres, il peut y avoir beaucoup de choses, des obstacles, comme des arbres, par exemple. Donc, si on nous dit que ce luminaire, il va communiquer avec tel device sur cette distance, si on met des arbres ou qu'on met d'autres obstacles, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Voilà, continue s'il te plaît. Alors, le challenge. Alors, je reprends le grave. Voilà, on a fait du copier-coller vite fait. J'ai bricolé tout de suite. Non, mais c'est justement pour vous remettre la même idée présentée précédemment. C'est que aujourd'hui, dans le champ des spectres ou dans le champ des rayons en général, on n'a plus de place, quoi. Tout est pris. Tout est déjà bloqué, c'est-à-dire sur la radiofréquence des 300 MHz jusqu'à les 2,4, 5 et 6 GHz, tout est bondé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de place. On ne peut plus communiquer tranquillement sur une onde ou une bande passante sereine. Alors, reviens s'il te plaît vite fait. Alors, on va se concentrer sur cette petite partie qui est localisée entre le 2 GHz et 3 GHz. Pourquoi? Parce que on a aussi des problèmes de communication avec Vincent, notamment là actuellement. D'accord. Alors, si on se concentre sur les fréquences, si on regarde bien les longueurs, on va dire, de ces fréquences-là, au fond, on est à 300 et puis 300 MHz, alors qu'ici, on est sur des hauteurs de 2,4 GHz. Alors, l'information ou on va dire les données qu'on va transmettre, si on part vers des longueurs d'onde qui sont fines, enfin des fréquences petites, donc des longueurs d'onde plus grandes, pardon, on a de l'information qu'on peut faire véhiculer à travers différents objets, des murs, des obstacles et entre autres. Alors que lorsqu'on parle en 2,4 GHz, alors est-ce que vous connaissez un élément qui fonctionne en 2,4 GHz dans votre vie quotidienne? Exactement, le Wi-Fi, entre autres. Bah, les radios. Les radios sur votre télé, votre téléphone. Aujourd'hui, on ne peut plus placer une radio anodainement. On ne peut plus dire juste une radio. C'est une radio dans quelque chose. Dans la télé, dans le téléphone, entre autres. Bon, les 2,4 GHz, eh ben, dans la nature, c'est la fréquence de résonance des molécules d'eau. Pour vous, ça peut être non significatif, mais pour le micro-ondes, c'est très significatif. C'est pour ça que quand vous mettez quelque chose dans le micro-ondes, on lance des longueurs d'onde ou des fréquences sur du 2,4 GHz et on va faire vibrer cette molécule d'eau. C'est-à-dire on peut lui donner de l'énergie et la faire passer d'un état liquide vers un état gazeux. Et ça va venir avec un apport thermique. Alors, si on prend le tronçon dont on avait parlé, des 2,4 GHz, on va l'imaginer comme autoroute. Sur cette autoroute, on a les trois pôles. On a le power, enfin, qui est la puissance, la fréquence et le temps. Alors, ici, si on est par exemple sur du micro-ondes, microwave, on a ce type de graphe, d'accord, sur cette autoroute. Donc, si vous prenez alors, le type de graphe qu'on voit ici, par exemple, il représente, c'est comme si on prenait quelqu'un qui avait bu 2-3 verres avant de prendre le volant. Donc, il fait des hauts, des bas, on passe, il passe pas, et c'est un peu compliqué. Ensuite,
Alors là, on a la bande passante pour les téléphones portables, c'est-à-dire tous les téléphones qu'on a, ils communiquent sur une ligne. Comme on le voit ici, on en a 2 ou 3 dans la bande. Donc il y en a qui sont sur la ligne de gauche, il y en a qui sont sur la ligne de droite, comme on le voit ici. Mais c'est une ligne conique comme ça qui est représentée en 3D. Voilà. Alors là vient le Bluetooth. Alors sur le Bluetooth, si vous voyez, on a un petit bâtonnet. Alors le Bluetooth, par rapport aux autres, comment on le positionne sur l'autoroute, c'est un petit bâtonnet qui s'allume lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire qui communique en cas de besoin. D'accord. On a le Wi-Fi, on en a parlé tout à l'heure, qui est très crowded. Bon, passe, Zigbee, hop, on revient. Alors, si on regarde un peu plus, alors si on a schématisé, on va dire comme autoroute, les différents modes de communication, si on le représente d'une manière 3D, ça va donner quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une bande. Bon, le Wi-Fi, il y a 3 canaux de communication de Wi-Fi, le 1, le 6 et le 11. Si on prend celui-là par exemple, c'est le plus libre. On voit que ce canal pour le Wi-Fi est libre, tandis que les autres sont un peu plus remplis, donc c'est crowded, il y a le rush hour, il y a le pushing, il y a des interférences. Du coup, si vous faites communiquer des choses sur le Wi-Fi, c'est pas très fiable. Le Wi-Fi, par contre, on doit voir avec le monsieur par la suite. Alors, il y a le problème aussi, on va dire, des réseaux Wi-Fi qui sont généralisés un peu partout, qui créent beaucoup d'interférences parce qu'ils occupent un volume important. Et passe encore un petit peu, s'il te plaît. Ça va? Voilà, donc, on se retrouve avec des réseaux crowdés, bouclés avec le Wi-Fi et des problèmes de communication en wireless ou en radiofréquence. Alors, on ne va pas vous laisser quand même dans le noir avec le wireless. Il y a des nouveautés. Parmi les nouveautés, on a le contrôle Bluetooth 4 Smart, c'est-à-dire les gars du Bluetooth qui sont en général les pays scandinaves. C'est eux qui ont un petit peu, on va dire, inventé le Bluetooth. On le sait avec Alcatel, Nokia, etc. C'est venu dans les premiers smartphones. Et puis par la suite, on a pris ce Bluetooth-là et on a commencé un petit peu à le développer pour envoyer un peu plus d'informations, un peu plus de streaming, un peu plus de données. Ils ont fini par trouver le BLE, le Mesh Network, qui est un petit peu le Bluetooth 4 Smart. Voilà, on a différents fabricants, on va dire, de cette technologie, qui représentent un avantage par rapport aux autres, c'est le point singulier d'échec ou le point d'ancrachage. Pour le Wi-Fi, par exemple, sur cette schématique, lorsque vous avez le routeur Wi-Fi qui tombe en panne, tout le schématique il tombe en panne, parce qu'il y a la logique d'esclave, master, esclave. Alors que pour le Bluetooth, non, on n'a pas cette logique et on peut partir sur des agglomérations de solutions complètes. On continue. Parmi les fabricants, on retrouve Kazembe, mais il y a aussi d'autres développeurs qui ont développé ces solutions. Et puis, le iBeacon en dernier lieu, comme ça Vincent il est content, il a vu le merci. D'accord. Alors le iBeacon, c'est une technologie qui vous permet de vous géolocaliser grâce à la lumière ou avec l'utilisation de la lumière. C'est encore en développement, hein. Il y a différentes théories pour le iBeacon. Ça rejoint l'histoire du Li-Fi, mais le Li-Fi, dans sa majeure problématique, c'est qu'il doit être allumé. Alors que si vous équipez le luminaire avec juste des puces Bluetooth qui pourront vous connecter, et vous pourrez vous connecter à ces puces Bluetooth directement, imaginez le nombre de possibilités que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous pourrez faire les magasins à travers chez vous, parce que vous allez avoir une carte avec les emplacements, des produits, les promotions et tout ce qui va avec. J'écris rapidement. Donc merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.